Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo du E3. Donc, ça va être le cours qui va être sur l'équilibre hydrosodé. Donc, c'est un cours qu'on va faire en deux parties. Et donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un petit peu le but de ces vidéos-là. Voilà, moi, je vais traiter de mon côté une grande partie du cours. Mais comme vous le savez, il y a des petites parties que je ne vais pas traiter pour essayer de vraiment synthétiser au maximum ce cours et de vraiment vous donner les points de vigilance qui peuvent tomber au concours. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer directement au cours. Donc comme d'habitude, on va le traiter de façon chronologique en suivant le sommaire. Donc voilà, si vous ne trouvez pas le cours sur WhatsApp, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous l'enverra. Donc voilà, et on va commencer tout simplement avec des petites définitions. Donc, comme vous le savez, notre organisme, il est majoritairement composé d'eau. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est la première notion qu'on vous donne, et c'est super important de le visualiser. Notre corps, c'est beaucoup d'eau, et en fait, en fonction du pourcentage d'eau qu'on va avoir, ainsi que des substances qui vont être dissoutes, on va avoir plusieurs échanges qui vont s'exercer entre différents milieux. Donc cette eau sert à faire notamment ces échanges. Donc, comme je l'ai dit, on a plusieurs milieux. On va avoir en premier lieu le milieu intracellulaire. Donc, voilà, donc par opposition au milieu extracellulaire, la composition liquidienne de ces deux milieux, elle est différente et on va le voir après. On a aussi donc le milieu extracellulaire, donc qui correspond au milieu intérieur en fait. Donc, si vous avez fait le cours sur le milieu intérieur, vous allez comprendre de quoi on parle. Et donc, ça va représenter tout ce qui va être vaisseau sanguin et vaisseau lymphatique. Donc, comme on l'a dit, le milieu extracellulaire, il peut être divisé en plusieurs parties. Donc, on a surtout le milieu plasmatique. Donc, ça va être tout ce qui va être volume sanguin, artères, capillaires, veines et vaisseaux lymphatiques. Et donc, voilà. Donc, ça, je pense que vous comprenez, c'est pas très compliqué. Et on a le milieu interstitiel. Le milieu interstitiel, ça va être un milieu qui va être à cheval entre le milieu extracellulaire, plasmatique et tous les autres milieux. Et en fait, ça va jouer le rôle de transmetteur et on va vraiment pouvoir transférer des molécules dissoutes à travers ce milieu. Donc là, vous le voyez, on a les vaisseaux lymphatiques, milieu plasmatique et le compartiment liquidien qui va être représenté par le vaisseau sanguin, les vaisseaux sanguins. Donc dans notre cellule, ça nous donne quoi? Donc on a notre cellule, comme d'habitude, ça vous avez l'habitude. On a notre milieu interstitiel, qui va être par là, notre milieu intracellulaire, et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez visuel en fait. Et donc ces milieux en fait, ils vont pouvoir s'échanger à travers notamment un pouvoir d'attraction qui est très très connu et que vous avez beaucoup parlé, c'est le pouvoir osmotique. En fonction des pressions, en fonction des différences de concentration entre deux milieux, on aura des molécules qui vont être plus ou moins échangées ou non, et on va voir comment se régissent ces échanges. Donc pour commencer, c'est bien beau de parler de compartiments, mais il faut savoir les définir. Un compartiment liquidien, c'est un compartiment, c'est un espace qui contient les milieux liquidiens et qui contribue aux régulations. Donc quand on parle de régulation, on parle d'échange. Ils vont se réguler parce qu'on va avoir des pertes d'un côté, des gains de l'autre, et en fait ça va permettre de réguler le milieu intérieur qui va nous permettre de rester en vie et donc de pouvoir survivre face aux différents événements. Donc il est délimité pardon, par une membrane, donc comme on l'a vu là, par exemple pour le milieu intracellulaire, il est délimité par une membrane qu'on voit ici en orange, et en fonction de la perméabilité de cette membrane, on va avoir plusieurs échanges. Donc il y a quelque chose qui est quand même à noter, c'est qu'il y a des espaces qui ne sont pas considérés comme des compartiments, pourtant on a quand même des liquides. On a le LCR, la salive, le liquide synovial, par exemple, c'est dans les articulations, les sécrétions digestives et l'eau du globe oculaire. Ça, c'est des compartiments qui ne sont pas sujets à des échanges. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt de les étudier. Ici, on va vraiment parler des milieux qui font l'objet d'échanges. Parce que, comme on l'a dit, le but, c'est de réguler l'homéostasie du corps, de régler, entre guillemets, l'aspect physiologique avec les différents échanges. Donc ces différents ces échanges, ils se font à travers les barrières des différents compartiments. Donc en premier, on a la barrière plasmique, la membrane plasmique. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est perméable à l'eau. Et en fait, elle est perméable à l'eau grâce aux aquaporines. En fait, ça va être des petites protéines transmembranaires qui vont vous permettre de faire l'échange entre le milieu intérieur ou extérieur, ou ça dépend de quel milieu on parle, mais c'est entre deux milieux. Et donc ça, c'est
un canal qui va être spécifique parce qu'il n'y a que l'eau qui peut passer. Et après, on a des canaux qui sont moins spécifiques, comme les canaux ioniques, avec les échanges d'ions plus ou moins. Vous savez que s'il y a une expulsion de plus dans la cellule, il faut une entrée de plus, par exemple, car il faut maintenir la charge entre tous les milieux. Parce que sinon, il y a un milieu qui va se retrouver trop chargé en plus et l'autre en moins, et ça peut faire des désordres qui peuvent aller très loin et peut-être engager la vie du patient. Donc, comme on a dit, ça c'est des transports passifs, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas d'énergie. Et on a aussi des caractéristiques du fait qu'elle est imperméable aux acides aminés, glucose, protéines, grosses molécules qui ont besoin de transport facilité ou actif. Donc voilà, là on parlait de transport passif, ils ne peuvent pas emprunter les transports passifs de par leur masse, leur taille, leur charge, en fonction de tout ça, ils ne pourront pas emprunter le transport passif. Il va falloir, entre guillemets, avoir plus d'énergie pour pouvoir les faire passer et on va pouvoir utiliser le transport qui va être soit facilité ou actif. Ça a fait l'objet d'un autre cours qu'on a vu. Je vous invite pas à aller le voir si vous n'arrivez pas à comprendre. Donc pour corriger tous ces désordres électrolytiques, on a donc des canaux transmembranaires, comme on l'a dit, qui peuvent faire les échanges entre les deux milieux. Et on a surtout cette bicouche lipidique qui va être constituée, donc comme c'est une bicouche lipidique, de lipides, et en fait c'est ce qui va régir un petit peu le fait que les molécules liposolubles peuvent passer. Parce qu'entre guillemets, comme c'est le même milieu, entre guillemets, bon, c'est pas la vérité, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'imaginer. C'est comme si les molécules vont se mélanger entre elles, et comme elles se mélangent, elles vont avoir une bien meilleure facilité à passer ce milieu. Et donc, pour les grosses molécules, en fait, on va avoir plusieurs aspects qui vont nous permettre de savoir si la molécule passe ou non et comment la barrière. Donc, en fonction de ces barrières-là qu'on a de la bicouche lipidique et des canaux transmembranaires. Donc on a la perméabilité et la sélectivité qui vont te dire si ça passe ou pas. Après on ne sait pas comment, mais on te dit juste si ça passe ou non. Ensuite on a la liposolubilité, la taille et la force motrice qui elles vont t'expliquer comment la molécule traverse. Et ça va dépendre du gradient et de la différence entre le point A et le point B. Si on a un milieu qui va être beaucoup concentré ici et moins concentré ici, comme on diffuse toujours vers le plus concentré, le pouvoir osmotique va aller dans ce sens-là et on va avoir, entre guillemets, un gradient qui va s'exercer. Donc voilà, comme on l'a dit, la membrane plasmique elle est perméable à l'eau et on a déjà vu tout ça. Pour qu'une molécule traverse bien la membrane cellulaire, il faut imaginer quelque chose. Donc voilà, là vous avez l'exemple à droite, il faut vraiment visualiser ça. Et comme on l'a dit, au plus la molécule est liposoluble, au mieux elle va passer. Au plus elle est petite, au plus elle va passer, c'est logique, parce que comme vous voyez les canaux ici, si vous avez une trop grosse molécule qui passe pas dans le trou, c'est compliqué, ça ne passera pas. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y a un gradient de concentration qui doit s'exercer entre les deux milieux pour servir donc, comme dit entre parenthèses, pour servir de force motrice. Ensuite, on a les différents tissus, donc ça va être les tissus barrières. Donc les tissus barrières, entre guillemets, ça va être quelque chose que vous allez revoir en BioC. Donc c'est un peu quelque chose d'abstrait au tout départ, mais après, on va rendre plus ça de manière plus logique. Ça va être vraiment très clair pour vous après, donc vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Mais entre guillemets, il faut imaginer ça comme quelque chose qui est vraiment structurel. Et en fait, l'endothélium vasculaire, il va être la mise en juxtaposition, donc à côté de petites cellules endothéliales qui vont permettre de déterminer la perméabilité. Si vous avez des cellules qui sont écartées comme ça, c'est facile de passer, par contre comme ça, c'est moins facile. Et en fait, ça va déterminer donc, comme on l'a dit, la perméabilité. Et en fonction de cette perméabilité, on va dire si la membrane elle est perméable, hémiperméable ou semi-perméable, c'est la même chose. Donc on a des jonctions qui peuvent être intercellulaires qui peuvent être très serrées, comme la barrière hémato-encéphalique, où très peu de molécules passent et ça va être le problème de nombreux médicaments, ou l'avantage, parce que parfois on ne veut pas que ce médicament passe cette barrière hémato-encéphalique, c'est très peu perméable, mais parfois on veut qu'il passe, ou ça dépend de la molécule. Si vous parlez d'une molécule qui doit agir sur le SNC, eh ben c'est bien mieux qu'elle passe la BHE, donc la barrière hémato-encéphalique, pour pouvoir avoir un effet. A l'inverse, si vous voulez par exemple un médicament qui va avoir une fonction digestive, on va avoir très peu envie que ça passe la barrière hémato-encéphalique parce que ça peut avoir des effets indésirables qu'on n'aura pas calculés. Ensuite, on a les jonctions qui sont intercellulaires qui vont être lâches et ça va être fonction des pores. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les aquaporines par exemple qui laissent passer l'eau. Et bien, ça va être un petit peu la même chose.
Donc on a 4 surfaces d'échange dans notre corps. Donc ça, il faut bien le visualiser. On a les poumons qui sont quand même de 150 mètres carrés. Donc voilà, retenez ça parce que ça, ils aiment bien le faire tomber aussi. Donc ils récupèrent l'O2 donc avec ce qu'on respire et on rejette du CO2 vers l'environnement, ça vous le savez. On a le rein qui filtre les urines et qui permet l'excrétion des urines. On a aussi la peau avec la sueur et le tube digestif qui vont digérer tout ce que vous avez ingéré. Donc voilà, et on a des échanges intertissulaires qui peuvent nous permettre de faire tous ces échanges. Donc c'est très bien. On a parlé des différents milieux, c'était un peu flou, maintenant on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret et on va vraiment répartir de manière proportionnée et de manière vraiment chiffrée euh, quelle est l'occupation de tous ces milieux dans notre corps. Donc pour l'eau totale, on disait que notre corps était majoritairement constitué d'eau, mais on n'a pas encore déterminé à combien de pourcentage, et bien là on vous le dit, 60% de votre poids corporel. Par exemple, si vous faites 100 kg, je prends un chiffre assez facile, vous allez faire 60 kg d'eau, donc c'est énorme. Et en fait, ça va être l'objet de tous ces échanges qui vont régir dans votre corps. Et on peut avoir quelque chose qui va être très variable en fonction de votre IMC. Donc, comme on vous le dit, au plus vous avez un IMC élevé, au moins c'est représentatif de votre poids corporel en termes d'eau. Vous allez avoir plus d'eau. Ensuite, et ça varie en fonction des âges extrêmes. Donc, si vous êtes vieux ou bébé, tout simplement. Donc voilà, là on voit que les 2 tiers de cette eau, c'est le liquide intracellulaire. Donc c'est quand même 40% du poids corporel, c'est énorme. Ensuite, on a le liquide interstitiel, comme on a parlé un peu plus tôt, et le plasma et la lymphe qui sont de l'ordre de 5%. Et donc, c'est des chiffres que vous devez retenir plus plus. Ça, c'est vraiment les seules données chiffrées qu'il va falloir vraiment retenir. Et je vous mets le point de vigilance dessus. Donc voilà, comme on dit dans la vie, on est amené à changer en termes d'eau, proportionnellement. Si vous êtes bébé, vous avez beaucoup plus d'eau. Et inversement, c'est le sujet âgé qui va être beaucoup sujet à de nombreuses déshydratations. Et bien, on peut avoir un indice de l'eau qui peut baisser. Voilà. Et aussi, ça varie avec l'IMC, ça, on l'avait dit tout à l'heure. Donc on a un contenu liquidien dans les organes et les tissus. Les organes ils contiennent à peu près 70 et 80% d'eau. Si vous prenez le cœur, c'est bien plus. Vous imaginez le cœur, c'est pratiquement sa fonction principale en fait de pomper du liquide. Donc en fonction des différents organes, on va être à 70 ou 80%. Et donc en fait, vous comprenez que les organes sont très richement vascularisés, très richement innervés d'eau, enfin bref, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc c'est important. Donc on l'a dit aussi avec le tissu adipeux. Donc quand vous avez de la graisse, on a de l'eau. Donc au plus on a de graisse, au plus on a d'eau. Ensuite, dans le squelette, on a beaucoup d'eau aussi. On a dans les os, dans les cartilages et les vascularisations, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, il va falloir imaginer que tous ces volumes-là, on les a mesurés. Donc on n'a pas balancé toutes ces lois au hasard. Pour pouvoir mesurer tout ce qu'on vient de dire précédemment, en fonction des différentes proportions, on a utilisé plusieurs lois. Notamment la loi de conservation de masse, qui est très facile, vous l'avez vu au lycée. C'est vraiment la loi C1V1 est égal C2V2. Exactement la même chose. Et en fait, on va vous injecter un liquide, notamment un traceur pour, par exemple, quand vous faites un examen avec un produit de contraste iodé, on va vous injecter un liquide. Et en fait, en fonction de votre élimination de ce liquide, ou en fonction du volume qui va occuper dans votre corps, on va utiliser cette loi, pardon, parce qu'on sait combien on vous a injecté. Ensuite, on sait la concentration du traceur, le volume du traceur injecté. Donc, on peut on peut totalement, euh, totalement calculer le volume de votre compartiment. Donc, le traceur, par exemple, si on vous fait ingérer un produit de contraste iodé, on sait sa concentration, on sait son volume, on sait la concentration sanguine qu'on a dans le corps, donc on peut calculer le volume du compartiment. C'est quelque chose qui est assez facile à visualiser. Donc voilà, ça je ne vais pas m'attarder dessus, c'est assez facile. Je vais vous laisser les lois en rouge. Donc le volume intracellulaire, c'est le volume total moins le volume extracellulaire. Ça c'est quelque chose que vous avez, je pense, compris. Le volume interstitiel, c'est le volume extracellulaire moins le volume plasmatique. C'est logique parce qu'on est dans le volume extracellulaire, mais on n'est pas le volume plasmatique, donc ça va être tout ce qui va être le reste. Et donc voilà, en fait ce volume extracellulaire, enfin interstitiel du moins, va vous permettre de faire des échanges entre les différents milieux. On le verra plus tard.
Ensuite, on a la volémie, donc ça c'est le volume de sang, et ça, normalement, vous le savez, c'est à peu près 5% de votre poids de corps, et ça va être calculé notamment avec centrifugation, etc. Centrifugation pour pouvoir permettre de calculer ce paramètre-là, mais c'est pas très important. Et voilà, donc on le calcule notamment avec l'hématocrit, qui est un pourcentage. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça, il n'y a pas y a pas trop de difficultés dessus. Ensuite, c'est très bien d'avoir des volumes. On sait qu'on a de l'eau. Maintenant, on sait qu'on a des substances qui vont être dans cette eau. Et en fait, ces substances, ça va être beaucoup d'électrolytes. Donc, ça va être des charges Na, comme on a vu le NaCl, qui vont donner du Na+, Cl-. Ça, faut être un peu à l'aise dessus. Et en fait, toutes ces charges, comme je l'ai dit, s'il y en a une plus qui sorte, il y a une plus qui va rentrer dans le milieu. Et en fait, on va avoir un équilibre qui va être au cours du temps. Donc là, on va vous parler de la composition ionique des différents milieux. En fait, il faut être juste avoir une idée de comment sont composés les milieux, à savoir le milieu plasmatique avec beaucoup de Na+, et donc beaucoup de Na+, et de Cl-, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, voilà, Na+, Cl-. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans le milieu plasmatique. Dans le milieu interstitiel aussi, on a beaucoup de Na+, Cl-. Et dans le milieu intracellulaire, par exemple, c'est l'inverse. On aura beaucoup de K+, beaucoup de phosphocréatine. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que le K+, il ne faut pas trop qu'il rentre dans le plasma, parce que sinon ça va nous donner une hyperkaliémie, beaucoup de potassium, et ça va être en fait très désavantageux pour notre corps, et on peut avoir des maladies à cause de ça. Donc voilà, et en fait, il faut, pour le milieu intracellulaire, qu'on ait une osmolalité proche, où on observe que les concentrations sont presque opposées. Donc en fait, en fonction de votre concentration, il faut que la somme de toutes les charges soit équivalente. Donc voilà, ne retenez pas exactement tout ce tableau, il n'a aucun intérêt, il faut juste connaître les ordres de grandeur. Donc voilà, là vous avez la répartition. Donc vous voyez que dans le milieu plasmatique, on a beaucoup. Donc le milieu plasmatique, comme il est là, en fait, c'est la même représentation ici qu'on a ici. On a beaucoup de Na et de Cl-. Donc ça, je vous l'ai dit. Mais là, vous le voyez, en fait, c'est quelque chose qui est très visuel. Donc je pense qu'on va se laisser là pour la première partie. On a beaucoup traité, ça fait presque 18 minutes qu'on est ensemble. N'hésitez pas à voir la deuxième partie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler par message et je répondrai à ça.